Le 6 juillet 2026, un communiqué tombé de Meudon a fait le tour des états-majors européens en quelques heures, et pourtant presque aucun journal grand public n'en a saisi la portée réelle. Thales, le géant français de la défense, venait d'annoncer le rachat d'Exaï Technologies, une entreprise dont la plupart des Français n'avaient jamais entendu le nom. 3,9 milliards d'euros, 134 euros par action, une prime de 44% par rapport au cours de la veille. Des chiffres qui, sur le papier, ressemblent à n'importe quelle opération financière comme il s'en signe des dizaines chaque année à Paris ou à Francfort. Sauf que derrière ces nombres se cachait quelque chose de bien plus lourd de conséquences qu'une simple ligne dans les pages économiques du Figaro. La France venait, d'un seul chèque, de devenir une superpuissance de la guerre sous-marine et des drones marins. Pour comprendre pourquoi cette acquisition compte autant, il faut d'abord saisir une vérité que les armées occidentales préfèrent taire. La quasi-totalité des Marines de guerre modernes dépend d'un système qu'elles ne contrôlent pas, le fameux GPS. Ce réseau de satellites qui guide aussi bien le smartphone d'un adolescent que le missile d'un destroyer appartient aux États-Unis. Il est géré par l'armée américaine, financé par le contribuable américain et surtout, il peut être dégradé, brouillé ou coupé selon la volonté de Washington. Chaque navire, chaque avion, chaque drone qui s'appuie sur ce signal pour savoir où il se trouve accepte, sans toujours le dire à voix haute, une forme de dépendance vis-à-vis d'une puissance étrangère. Et cette dépendance, en temps de guerre, devient une faille béante. Car le champ de bataille naval du XXIe siècle n'est plus celui des grands duels d'artillerie entre cuirassés. C'est devenu une guerre de l'invisible, une guerre des ondes et des signaux. La Russie et la Chine l'ont parfaitement compris et elles ne s'en cachent même plus. Dans la mer Baltique, dans la mer Noire, dans le détroit d'Ormuz, les cas de brouillage massif du signal satellitaire se multiplient depuis des années. Des avions de ligne perdent soudainement leur position. Des navires marchands voient leurs écrans afficher des coordonnées absurdes, les plaçant en plein désert alors qu'ils naviguent au large. C'est une arme silencieuse, peu coûteuse, redoutablement efficace, et pendant longtemps, l'Occident n'a eu qu'une réponse embarrassée à lui opposer. Un bâtiment aveuglé, c'est un bâtiment inutile, condamné à tourner en rond ou à s'échouer. C'est précisément là qu'Exaï entre en scène, et c'est précisément là que réside le génie discret de l'opération menée par Thales. Cette entreprise française, née en 2022 de la fusion du spécialiste des drones ECA Group et du champion de la navigation X-Blue, occupe aujourd'hui la position de numéro 2 mondial dans un domaine que le grand public ignore totalement, la navigation inertielle marine. Derrière ce terme technique un peu aride se cache une prouesse qui change tout. Un navire équipé d'un système inertiel n'a pas besoin du ciel pour savoir où il est. Il calcule sa position à partir de ses propres mouvements, exactement comme un homme aux yeux bandés qui compterait ses pas, mémoriserait chaque virage, chaque accélération, chaque changement de direction pour reconstituer dans sa tête le chemin exact qu'il a parcouru. Peu importe que l'ennemi coupe les satellites, peu importe qu'il brouille toutes les fréquences imaginables, le navire français, lui, sait toujours exactement où il se trouve. Il est immunisé contre l'aveuglement. Et pendant que les stratèges du monde entier redécouvraient la fragilité de leur dépendance au GPS, une entreprise française avait justement passé des décennies à perfectionner la technologie qui rend cette dépendance obsolète. Les gyroscopes à fibre optique d'Exaï comptent parmi les plus précis de la planète. Ils viennent compléter à la perfection le gyroscope laser que Thales développait déjà de son côté. En réunissant les deux maisons, la France ne se contentait pas d'additionner deux catalogues de produits. Elle reconstituait sous un même toit tricolore une capacité stratégique complète que bien des grandes puissances lui envient aujourd'hui en silence. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la navigation. Exaï, ce n'est pas seulement une boussole intelligente qui se moque des satellites. C'est aussi, et peut-être surtout, une flotte entière de robots marins. Sa solution phare porte un nom qui résonne comme un code militaire, UMIS. Il s'agit d'un système de drone entièrement autonome, conçu pour une mission que les marins redoutent depuis plus d'un siècle, la chasse aux mines.
Là où autrefois il fallait envoyer des hommes de chair et de sang plonger au milieu d'engins explosifs capables de déchiqueter un navire en quelques secondes, la France peut désormais déployer des machines. Des robots qui plongent, cartographient les fonds, détectent les mines et les neutralisent, pendant que les équipages restent à distance de sécurité, hors de portée du danger. Ce n'est plus l'homme qui va vers la mine, c'est le robot. Et ces robots ne s'arrêtent pas sous la surface. Exaï a développé toute une gamme de drones de surface baptisés Drix, ces engins autonomes capables de sillonner les mers pendant des jours, aussi bien pour des missions civiles de cartographie que pour des opérations militaires de surveillance et de lutte anti-sous-marine. Un flotteur discret, endurant, qui patrouille sans relâche là où l'on hésiterait à risquer un navire habité et son équipage tout entier. Voilà donc ce que la France a réellement acheté ce 6 juillet 2026. Non pas une simple entreprise de plus dans le portefeuille déjà colossal de Thales, dont le chiffre d'affaires dépasse les 20 milliards d'euros, mais une clé stratégique. La capacité de voir quand l'ennemi rend aveugle, de chasser les mines sans sacrifier d'hommes et de dominer un marché mondial dont presque personne ne parle. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est que le concurrent direct de Thales, l'autre géant français Safran, avait lui aussi tenté de mettre la main sur ce trésor. Il avait proposé 128 € et 50 centimes par action. Une offre solide, sérieuse, ambitieuse. Et pourtant, elle a été balayée. Safran a dû se retirer, incapable de suivre la surenchère. Deux mastodontes français se sont affrontés pour ce joyau, et le vainqueur repart avec une pièce maîtresse dont la valeur réelle dépasse de loin les milliards inscrits au contrat. Mais pour saisir toute l'ampleur de ce que cette technologie représente vraiment, il faut maintenant plonger au cœur même de la machine, comprendre comment un simple assemblage de fibres optiques peut rendre un navire de guerre totalement indépendant du ciel, et pourquoi les plus grandes marines du monde regardent aujourd'hui vers la France avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tout commence par une question que se posent les ingénieurs depuis les premiers jours de la navigation. Comment savoir où l'on est quand on ne voit rien autour de soi? Pendant des siècles, les marins ont répondu avec les étoiles, la boussole magnétique et le compas à roue. Puis vint l'ère du satellite, et l'humanité crut avoir résolu le problème une fois pour toutes. Une erreur. Car la réponse la plus élégante ne venait pas du ciel, mais des lois fondamentales de la physique. Un objet qui se déplace subit des accélérations, des rotations, des variations de vitesse. Si l'on parvient à mesurer avec une précision absolue chacun de ces mouvements infimes, alors, en partant d'un point connu, on peut reconstituer à tout instant la position exacte sans jamais lever les yeux vers l'espace. C'est le principe même de la navigation inertielle, et c'est sur cette idée en apparence simple que repose la puissance cachée d'Exail. Le cœur de cette technologie porte un nom qui évoque davantage un laboratoire de recherche fondamentale qu'un champ de bataille. Le gyroscope à fibre optique. Son fonctionnement tient du prodige. À l'intérieur, un rayon lumineux est divisé en deux faisceaux qui parcourent en sens inverse une bobine de fibre optique enroulée sur elle-même, parfois sur plusieurs kilomètres de longueur. Lorsque l'instrument tourne, même de façon imperceptible, les deux faisceaux ne mettent plus exactement le même temps à faire le trajet. Cette différence infinitésimale, mesurée avec une précision qui défie l'entendement, révèle la moindre rotation subie par le navire. Aucune pièce mécanique en mouvement, aucune usure, juste la lumière et la physique dans leur forme la plus pure. Un homme aux yeux bandés qui, non seulement compterait ses pas, mais percevrait chaque frémissement de son corps avec une exactitude que nul sens humain ne pourrait égaler. C'est cette maîtrise qui a hissé Exail au rang de numéro 2 mondial de la navigation inertielle marine, une position que peu de nations peuvent revendiquer. Et voilà pourquoi le rapprochement avec Thales relève du coup de maître industriel. Le géant de la défense développait de son côté une autre voie, celle du gyroscope laser, une technologie cousine, mais distincte, où la lumière circule non pas dans une fibre, mais dans une cavité fermée. Deux écoles, deux savoir-faire d'excellence, longtemps développés en parallèle par deux entreprises rivales du même pays. En les réunissant, la France ne fait pas qu'aligner deux gammes de produits sur une étagère.
Elle concentre entre les mains d'un seul champion national l'intégralité du spectre de la navigation autonome, du plus petit capteur embarqué au système complet équipant un bâtiment de premier rang. Rares sont les puissances au monde capables d'en dire autant, et cette rareté, à elle seule, vaut bien plus que les milliards inscrits au contrat. Mais réduire Exaï à ses seuls instruments de navigation serait passer à côté de l'autre moitié de son génie. Car cette entreprise ne se contente pas de dire aux navires où ils sont. Elle construit aussi les machines qui vont là où l'homme ne devrait plus aller. Sa solution la plus emblématique dans le domaine de la robotique s'appelle UMIS, un acronyme qui désigne un système de drones entièrement autonome voué à la guerre des mines. Pour mesurer la révolution que cela représente, il faut se souvenir de ce qu'était autrefois le déminage naval. Une besogne effroyable, lente, où des équipages entiers avançaient à tâtons dans des eaux piégées, sachant qu'une seule erreur d'appréciation pouvait envoyer leur bâtiment par le fond. La mine marine est une arme lâche et patiente. Elle ne coûte presque rien à fabriquer, elle attend sans bouger, et elle peut couler un navire valant des centaines de millions d'euros. Un déséquilibre absurde entre le prix de la menace et celui de la cible. Le système imaginé par Exile retourne cette logique. Au lieu d'exposer des hommes, il déploie une meute de robots coordonnés. Des drones sous-marins qui plongent, quadrillent méthodiquement les fonds, identifient les objets suspects et distinguent une véritable mine d'un simple rocher ou d'une épave. Le tout piloté depuis un centre de contrôle installé à bord d'un navire resté à bonne distance, ou même à terre. L'équipage ne s'approche plus jamais du champ de mine. Il regarde des écrans, il analyse des données, il commande des machines. La chair humaine sort enfin de l'équation mortelle qui l'a liée depuis toujours à cette arme sournoise. Et lorsqu'une mine est identifiée, un autre engin peut être envoyé pour la neutraliser, sans qu'aucune vie ne soit jamais mise en jeu. À la surface, la même philosophie donne naissance à la gamme Drix. Ces drones marins de surface repoussent les limites de l'endurance. Là où un équipage humain doit dormir, manger, être relevé, un Drix peut patrouiller sans interruption pendant des jours, avec une discrétion et une constance qu'aucun bâtiment habité ne saurait offrir. Cartographie des fonds marins, surveillance des approches, traque des sous-marins ennemis, ces sentinelles infatigables accomplissent des missions qui, hier encore, mobilisaient des navires entiers et des dizaines de marins. Le rapport entre le coût de la mission et le risque encouru s'effondre littéralement, au bénéfice de celui qui maîtrise la technologie. Et ce qui rend cette acquisition plus vertigineuse encore, c'est qu'elle ne regarde pas seulement le présent. En absorbant Exile, Thales met la main sur un accélérateur vers la prochaine révolution des capteurs, celle des technologies quantiques. Les mêmes principes de physique fondamentale rendent le gyroscope à fibre optique si précis, ouvrent la voie à une génération d'instruments dont la sensibilité dépassera tout ce qui existe aujourd'hui. Des capteurs capables de détecter des variations si ténues qu'ils redessineront les règles de la détection sous-marine, de la navigation et de la surveillance. La France ne rachète pas seulement l'état de l'art, elle achète une longueur d'avance sur celui de demain. Voilà l'arsenal invisible que Thales vient d'ajouter à sa panoplie. Non pas des canons, non pas des missiles rutilants offerts aux caméras, mais des yeux qui percent l'obscurité et des mains mécaniques qui affrontent la mort à la place des hommes. Reste maintenant à comprendre pourquoi cette technologie, aussi discrète soit-elle, terrifie autant les états-majors adverses, et comment la guerre du brouillage a transformé ces instruments feutrés en armes décisives d'un conflit qui a déjà commencé, loin des regards, sous la surface des mers. La scène se répète désormais presque chaque semaine, quelque part entre la mer Baltique et le golfe Persique. Un pilote de ligne signale que ses instruments lui indiquent soudain une position située à des centaines de kilomètres de sa route réelle. Un capitaine de cargo constate que son écran de navigation le place au beau milieu des terres alors qu'il vogue en pleine eau. Des drones perdent le contact, s'égarent, tombent. Ce n'est ni un accident, ni une panne, ni un caprice de la technologie. C'est une attaque. Une attaque silencieuse, menée sans un coup de feu, contre le sens même de l'orientation des flottes modernes. Et ceux qui la mènent l'ont érigée en art véritable.
La Russie s'y est illustrée avec une constance méthodique. Autour de l'enclave de Kaliningrad en mer Noire, le long de ses frontières septentrionales, elle déploie des systèmes de brouillage électronique capables de saturer des régions entières, noyant sous un déluge de fausses ondes les signaux fragiles venus de l'espace. La Chine n'est pas en reste, multipliant les dispositifs autour de ces zones sensibles et transformant des pans entiers de mer en trous noirs pour la navigation par satellite. Le principe est d'une simplicité déconcertante et d'une efficacité redoutable. Le signal qui descend d'un satellite en orbite est extraordinairement faible lorsqu'il atteint la surface de la Terre, à peine plus puissant qu'un murmure au milieu d'une tempête. Il suffit d'un émetteur au sol relativement modeste pour le couvrir entièrement, comme une voix hurlante étouffe un chuchotement. Pour une poignée d'euros investis dans un brouilleur, on neutralise des systèmes de guidage qui en ont coûté des millions. Encore une fois, ce déséquilibre grotesque entre le prix de l'arme et la valeur de ce qu'elle paralyse, face à cette menace, la plupart des Marines du monde se retrouvent dans une position humiliante. Leurs navires les plus sophistiqués, hérissés d'antennes et bardés d'électronique de dernier cri, deviennent des géants désorientés dès que l'adversaire décide de couper le cordon satellitaire. On a vu des exercices interrompus, des équipages contraints de ressortir carte-papier et compas comme au siècle passé, réduits à improviser une navigation d'un autre âge au beau milieu d'une opération censée démontrer leur supériorité technologique. Voilà la vérité gênante que les états-majors préfèrent ne pas ébruiter. Leur formidable puissance repose sur un fil qu'un ennemi peut trancher quand bon lui semble. C'est dans ce contexte précis que la navigation inertielle cesse d'être une curiosité d'ingénieur pour devenir une arme stratégique de premier ordre. Un navire équipé des systèmes d'Exaï se moque éperdument du brouillage. On peut saturer le ciel de fausses ondes, éteindre chaque satellite au-dessus de sa tête. Il continuera de tracer sa route avec une précision imperturbable, guidé par sa mémoire interne du mouvement. Là où les autres tâtonnent, il avance. Là où les autres tournent en rond, il frappe juste. Cette immunité au brouillage, la France la possède désormais en pleine propriété, et elle représente un avantage dont peu de nations mesurent encore toute la portée. Quand l'ennemi éteindra les lumières du ciel, le marin français saura toujours où il se trouve, et c'est précisément cette certitude qui fait basculer un rapport de force. Mais le brouillage n'est que l'une des deux tenailles qui menacent les mers du XXIe siècle. L'autre, plus ancienne et plus insidieuse encore, remonte des profondeurs. La mine marine et le sous-marin discret forment le couple redouté de la guerre asymétrique. Un adversaire qui n'a pas les moyens de construire une flotte de surface capable de rivaliser avec les grandes puissances peut, pour une fraction du coût, semer des champs de mines dans un détroit stratégique ou faire rôder quelques sous-marins silencieux sur des routes commerciales vitales. Bloquer un passage maritime, c'est parfois asphyxier l'économie d'une région entière. Et le pire, c'est que la simple rumeur de mine suffit souvent à paralyser le trafic, sans qu'un seul navire n'ait besoin de sauter réellement. La peur fait la moitié du travail. Face à cette double menace, la réponse française prend tout son sens et révèle la cohérence redoutable de l'acquisition. D'un côté, des yeux que rien n'aveugle grâce à la navigation inertielle. De l'autre, des robots que rien n'effraie pour affronter les mines et traquer les sous-marins. Là où l'adversaire mise sur la peur et sur le sacrifice possible d'équipages humains, la France répond en envoyant des machines. Ce ne sont plus des marins qui s'aventurent dans les eaux piégées, mais des engins autonomes, remplaçables, dénués d'instinct de survie et d'attache familiale. Sur l'échiquier cruel de la guerre navale moderne, celui qui peut jeter des robots là où l'autre doit jeter des hommes détient un avantage moral autant que militaire. Il serait toutefois malhonnête de laisser croire que tout est déjà scellé et que la France règne d'ores et déjà sans partage sur les fonds marins. La réalité est plus nuancée et l'honnêteté commande de le dire. L'opération annoncée le 6 juillet 2026, puis formalisée par la signature de l'accord de rapprochement à la toute fin du même mois, ne se conclura pas d'un claquement de doigts. Le rachat de la participation détenue par la famille Gorgé, actionnaire historique d'Exaï, doit d'abord franchir les fourches codines des autorisations réglementaires. Ensuite seulement viendra l'offre publique obligatoire sur l'ensemble des titres restants,
dont la finalisation n'est pas attendue avant le tout début de l'année 2028. Un expert indépendant a même été mandaté pour vérifier que le prix proposé était équitable pour les actionnaires. Autrement dit, la France a posé la main sur le trésor, mais elle ne l'a pas encore entièrement refermé. Cette prudence de calendrier n'enlève cependant rien à la brutalité du signal envoyé au reste du monde. Car au-delà de la guerre du brouillage et des champs de mines, se profile une question bien plus vaste, celle de la souveraineté. Qui possède la technologie possède le pouvoir. Et l'ombre qui plane derrière toute cette affaire porte un nom que Paris n'ose prononcer qu'à demi-mot. Celle de l'allié américain, maître incontesté du ciel satellitaire, dont la France cherche désormais, sans le crier trop fort, à s'émanciper. Il faut oser nommer les choses telles qu'elles sont. Depuis des décennies, l'Europe entière navigue, littéralement, sous la houlette d'une constellation qui ne lui appartient pas. Le réseau de positionnement par satellite qui irrigue les armées occidentales est une création militaire américaine, conçue par le Pentagone, entretenue par les forces armées des États-Unis et gouvernée selon les intérêts de Washington. En temps de paix, cet arrangement paraît confortable, presque naturel. Chacun profite d'un service gratuit et d'une précision remarquable. Mais en temps de crise, la question devient bien plus dérangeante. Que se passerait-il si l'allié d'aujourd'hui décidait, pour une raison ou pour une autre, de dégrader volontairement le signal au-dessus d'un théâtre d'opération où ses intérêts divergeraient de ceux de Paris? Le maître du système possède toujours la main sur l'interrupteur. Et une nation qui confie sa capacité à faire la guerre à l'interrupteur d'un autre accepte une forme de vassalité qu'aucun discours sur l'amitié transatlantique ne saurait tout à fait masquer. Cette dépendance, longtemps acceptée par résignation ou par facilité, la France a décidé de la réduire par la seule voie qui vaille vraiment, la maîtrise souveraine de la technologie. Non pas en quémandant des garanties, non pas en signant des traités qui ne valent que le temps d'une alliance, mais en s'appropriant les outils qui rendent la question elle-même caduque. Un navire qui n'a plus besoin du satellite américain pour se guider n'a plus à redouter que Washington ferme le robinet. Il retrouve sa pleine liberté de manœuvre, son autonomie de décision, sa souveraineté au sens le plus concret du terme. Voilà ce que représente, en creux, l'acquisition d'Exile. Une déclaration d'indépendance discrète mais tranchante, écrite non pas sur du papier, mais dans la fibre optique et les algorithmes. Or, cette émancipation stratégique s'accompagne d'un pari économique tout aussi audacieux. Car le marché sur lequel Thales vient de prendre une position dominante n'est pas un marché de niche promis à végéter. C'est un secteur en pleine explosion dont la trajectoire donne le vertige. Les dirigeants de Thales eux-mêmes ont avancé une estimation qui, il y a seulement quelques années, aurait paru fantaisiste. Le marché des opérations robotisées sous-marines, évalué à environ 85 milliards d'euros pour l'année 2025, pourrait selon eux gonfler jusqu'à dépasser les 700 milliards d'euros à l'horizon 2030. Une multiplication par près de 10 en l'espace d'une poignée d'années. Celui qui s'empare aujourd'hui des meilleures technologies, des meilleurs ingénieurs et des meilleurs brevets ne se contente pas de remporter quelques contrats. Il prend une longueur d'avance sur un océan d'opportunités encore largement inexploré et il verrouille des positions que ses concurrents mettront des années à contester. Le plus savoureux dans cette histoire, c'est que la technologie française ne se contente pas d'équiper les navires tricolores. Elle s'infiltre déjà, discrètement, dans les flottes des autres. Le sonar Compact Flash conçu par Thales a ainsi été retenu pour équiper le futur drone de surface de lutte anti-sous-marine que développent les Pays-Bas. Autrement dit, une marine étrangère, pour bâtir l'un de ses instruments les plus modernes, se tourne vers le savoir-faire hexagonal. Il y a là une ironie délicieuse pour qui suit ces questions. Pendant que certains raillaient volontiers l'industrie de défense européenne, la jugeant trop lente, trop fragmentée, incapable de rivaliser avec les mastodontes d'outre-Atlantique, c'est une entreprise française qui fournit les oreilles électroniques des chasseurs de sous-marins de demain, y compris à ses voisins. Le mépris d'hier se transforme en dépendance d'aujourd'hui et le fournisseur devient incontournable. Cette montée en puissance ne relève d'ailleurs pas du simple coût financier isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie industrielle bien plus vaste et parfaitement assumée. Thales a engagé des investissements colossaux pour muscler son appareil productif sur le continent,
avec des sommes qui se chiffrent en centaines de millions d'euros dédiées à ces usines européennes et la création de plusieurs milliers d'emplois nouveaux. On ne parle pas ici d'une entreprise qui délocalise et externalise pour grappiller quelques points de marge, mais d'un géant qui rapatrie, consolide et enracine ses compétences les plus stratégiques sur le sol européen. Chaque ingénieur formé, chaque chaîne de production installée, chaque brevet déposé renforce un peu plus l'autonomie du continent dans un domaine où la dépendance serait mortelle. La souveraineté ne se décrète pas dans les colloques, elle se construit dans les ateliers. Et tandis que la France avance ses pions avec méthode, il est piquant d'observer le contraste avec certains de ses concurrents. En Allemagne, un grand nom traditionnel de l'armement, longtemps porté au nu par les investisseurs, a vu son cours de bourse dégringoler lourdement au cours de l'année, l'enthousiasme des marchés se détournant peu à peu des fabricants d'armes classiques au profit de ceux qui maîtrisent les drones et l'autonomie. Les canons et les blindés fascinent encore les foules. Mais l'argent intelligent, lui, a compris où se jouait vraiment l'avenir de la guerre. Il migre vers les entreprises qui construisent des machines pensantes plutôt que des tubes d'acier. Et sur ce terrain précis, la France vient de placer un coût dont la portée dépasse de très loin le simple périmètre d'une transaction commerciale. Car en réunissant sous un même pavillon la navigation qui défie le brouillage, les robots qui bravent les mines et les capteurs qui préparent la révolution quantique, Thalès ne bâtit pas seulement une belle ligne de produits. Il assemble, pièce par pièce, les fondations d'un empire discret dont les contours commencent à peine à se dessiner et dont l'ampleur véritable n'apparaîtra pleinement que dans les années à venir. Reprenons alors la mesure exacte de ce qui s'est joué en ce début d'été 2026, une fois toutes les pièces du puzzle assemblées. 3,9 milliards d'euros engagés pour s'offrir non pas une usine ou un carnet de commandes, mais une capacité stratégique complète que l'argent seul ne suffit d'ordinaire pas à acheter. Il aura fallu qu'une entreprise ait passé des décennies à accumuler un savoir-faire rare pour qu'une telle somme trouve soudain sa justification. Et l'opération, il faut le rappeler, ne relève pas d'un caprice de dirigeants grisés par les grands nombres. Les projections avancées par le groupe parlent d'un impact sur le résultat opérationnel dépassant les 90 millions d'euros à l'horizon 2032 et d'un supplément de recettes pouvant atteindre 500 millions d'euros sur une décennie. Autrement dit, ce qui ressemble à une dépense vertigineuse est en réalité un investissement calculé au cordeau dont les retombées irrigueront les comptes de l'entreprise pendant des années. Mais s'arrêter aux chiffres serait passer à côté de l'essentiel, car ce que la France a véritablement acquis se mesure mal en euros. Elle a mis la main sur une entreprise dont le carnet de commandes, gonflé par les tensions géopolitiques de l'époque, témoignait déjà d'un appétit mondial pour ces machines. Une société dont le chiffre d'affaires, porté par la navigation et la robotique marine, avait cru à un rythme insolent année après année. Une pépite qui, loin d'être un pari sur un avenir incertain, dégageait déjà des revenus solides et croissait plus vite que la plupart de ses concurrents. Thalès n'a pas acheté une promesse, il a acheté une réalité en pleine expansion, et il l'a arrachée sous le nez d'un rival national qui l'a convoité tout autant. Le calendrier de l'intégration, on l'a dit, s'étirera jusqu'au seuil de l'année 2028, le temps que les autorisations tombent et que l'offre publique aboutisse. Pendant cette période, les deux maisons vont peu à peu fondre leur culture, croiser leurs équipes, marier leurs technologies. Et c'est là que se prépare la véritable déflagration, celle qui ne fera pas la une des journaux, mais qui rebattra les cartes en profondeur. Car lorsque la navigation qui ignore le brouillage se conjuguera pleinement aux sonars les plus fins, aux systèmes de combat les plus élaborés et aux futurs capteurs quantiques, la France disposera d'un ensemble cohérent, articulé, quasiment sans équivalent chez ses partenaires européens. Un écosystème complet où chaque brique renforce les autres, où le drone qui chasse la mine dialogue avec le navire qui ne se perd jamais, où l'oreille électronique qui traque le sous-marin s'appuie sur des instruments d'une sensibilité inédite. C'est cet assemblage patient et méthodique qui mérite le nom d'empire. Non pas un empire de conquête territoriale, avec ses drapeaux plantés sur des rivages lointains, mais un empire technologique,
tissé dans l'ombre, fait de brevets, de savoir-faire et de machines pensantes. Un empire des profondeurs, dont la puissance ne se manifeste pas par le fracas des canons, mais par la certitude tranquille de voir là où les autres sont aveugles, d'aller là où les autres reculent, et de tenir bon là où les autres perdent pied. La véritable révolution de cette affaire, c'est d'avoir démontré que la domination navale du siècle qui vient ne se gagnera pas à coups de cuirasses toujours plus épaisses, mais à coups d'intelligence embarquée, de capteurs invisibles et de robots infatigables. La France l'a compris avant beaucoup d'autres et elle a agi en conséquence. Il faut mesurer le chemin parcouru. Une entreprise dont le nom, hier encore, n'évoquait rien pour l'immense majorité des citoyens, se retrouve propulsée au cœur de la stratégie de défense d'une puissance nucléaire. Des ingénieurs qui travaillaient dans une relative discrétion tiennent désormais entre leurs mains l'une des clés de la souveraineté maritime nationale. Et pendant que les grandes marines du monde continueront de dépendre d'un ciel qu'elles ne contrôlent pas, une poignée de bâtiments et de drones battant pavillon français glisseront sur les mers avec une assurance que rien ne pourra troubler. Ni le brouillage le plus dense, ni le champ de mines le plus étendu, ni l'obscurité des grands fonds. L'histoire des prochaines décennies se jouera là, dans ces espaces liquides où transite la quasi-totalité des échanges de la planète, où reposent les câbles qui font battre le cœur numérique du monde, où rôdent les sous-marins et où sommeillent les mines. Celui qui saura y voir clair, y manœuvrer sans erreur et y envoyer des machines plutôt que des hommes, détiendra un pouvoir que ses rivaux mettront longtemps à égaler. Ce début d'été 2026 restera peut-être comme le moment où la France, sans tambour ni trompette, a discrètement pris une longueur d'avance dans cette course silencieuse. Un chèque, une signature, et le rapport de force sous les mers a commencé à basculer. Le reste n'est plus qu'une question de temps et de patience, deux choses dont les bâtisseurs d'empire ont toujours su faire leur meilleure arme. Voilà comment une simple ligne dans les pages économiques a fini par redessiner l'avenir de la guerre navale, loin des projecteurs et des grands discours. Si cette plongée dans les coulisses de la puissance française vous a captivé, si vous aimez découvrir ces histoires que l'on raconte trop rarement, prenez un instant pour laisser un pouce bleu. Il aide vraiment la chaîne à grandir. Dites-nous en commentaire ce que vous inspire cette montée en puissance de la France sous les mers. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines histoires. D'autres récits tout aussi surprenants vous attendent déjà. Et croyez-nous, la suite vaut le détour.